Bonjour à tous, vous êtes bienvenus à la 7e édition des Jours de la littérature jeunesse au sein d'ECHEV. Dans les conversations avec les auteurs, aujourd'hui nous sommes avec Brigitte Labbé, l'auteur d'Écouter Philo, dont le 32e tome en turc vient de paraître il y a quelques mois sous le titre Le rire et les larmes. Brigitte, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Mehmet et bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. C'est juste merveilleux d'être avec vous. Je me souviens, nous avions participé ensemble à la 5e édition des Jours de la littérature jeunesse à Izmir en 2019 pour les débats philosophiques avec les enfants et les adultes. Et là, je me souviens bien, vous étiez la première auteure internationale invitée à cette organisation annuelle. C'était un immense honneur pour moi et le souvenir est très très présent. C'est comme si c'était hier. Oui, pour moi aussi. Et beaucoup d'adultes ont dit que c'était une expérience unique, inoubliable, enrichissante, tant pour eux et tant pour leurs enfants, parce que leurs enfants, ils m'ont dit qu'ils ont partagé leur joie, leurs émotions tout après les débats. Et il y avait pas mal de conversations dessus. Et cette année, la 7e édition des Jours de la littérature jeunesse se concentre sur le thème de vivre et faire vivre avec la littérature, bien sûr, surtout dans un contexte qui est essentiellement défini avec les mots comme confinement et la restriction, et bien sûr de diverses conséquences de ces situations. Mais bien sûr, nous avons besoin encore des mots, encore des réflexions pour comprendre et exprimer notre expérience actuelle, qui est vraiment aussi unique pour beaucoup de générations. C'était indispensable d'élargir les limites de la littérature avec la pensée et le questionnement. C'est pour ça que nous avons des questions pour réfléchir ensemble avec vous. Alors, comme notre sujet essentiel, c'est la littérature et les enfants, selon vous, comment la pandémie de COVID-19 va influencer, ou bien a-t-elle déjà influencé, la manière dont les enfants perçoivent la vie et le monde et la réalité qui les entoure? Alors d'abord, je voudrais faire une petite remarque pour essayer de parler des enfants d'une manière un petit peu plus précise parce Mhm, que c'est très très variable selon les âges. mhm, Et donc, les réponses qu'on peut apporter sont extrêmement différentes. oui, Je vais aller à l'âge qui, à mon avis, est le plus problématique parce qu'il fait partie toujours de l'enfance, mais il est à la charnière entre le monde de l'enfance et le monde adulte, c'est l'adolescence. mhm, Alors, évidemment que pour l'adolescence, ce qui se passe est un problème très important parce que l'adolescence, c'est l'âge où on expérimente le dehors, en dehors de la famille, la vie sociale, la vie amoureuse, les premiers contacts physiques. Et tout ça, aujourd'hui, s'arrête. Donc, pour l'adolescence, si j'ai une image qui arrive, c'est un peu comme ces avions qui décollent d'une plateforme et il y a le parachute à l'arrière qui s'ouvre. Et c'est un grand coup de frein. C'est un grand coup de frein dans leur construction et je pense qu'il faut une grande vigilance actuellement avec les adolescents pour maintenir un lien, à l'intérieur de la famille à travers effectivement la parole. Et il me semble que souvent pour les adolescents, on parle du cadre, d'avoir un bon cadre, et là je pense que c'est le lien qui est primordial. Parce qu'en plus, les adolescents, ils veulent penser à un autre monde. Ils sont beaucoup moins obsédés quand même que nous par le monde du Covid et de l'enfermement. Ils sont toujours aussi eux-mêmes, c'est-à-dire des gens ouverts sur le monde, idéalistes, avec des utopies, avec des rêves. Et ça, c'est aussi important de l'accompagner, de savoir que est-ce que nous, adultes, on n'en rajoute pas à l'enfermement extérieur en important à l'intérieur de nos maisons toutes les conversations sur le Covid, le masque, les vaccins. Est-ce qu'on est encore, j'allais dire, disponible à autre chose? Donc là, on a une grande responsabilité en tant qu'adulte. oui, oui. Alors, en tant qu'adulte, et oui, je comprends totalement, et
en même temps, vous continuez vos rencontres avec les enfants sur ligne, je veux dire des débats philo. Et là, peut-être on peut préciser avec cette question, est-ce que pendant ces débats ou pendant vos rencontres, dans la vie ou sur ligne, vous témoignez de nouvelles questions que les enfants ou les adolescents posent sur le monde ou la vie qui les entoure? Des nouvelles questions qui apparaissent, peut-être qui n'existaient pas avant. Alors, en fait, pas tellement. C'est ça qui est intéressant avec les plus petits. Donc, j'ai parlé de l'adolescence. Maintenant, si on parle des plus jeunes, en fait, les plus jeunes, ils ont toujours envie de parler d'autre chose. D'ailleurs, de toute façon, quand il y avait des débats avec eux, ils ne sont pas tellement sur l'actualité, ils sont sur leur actualité. Et c'est bien normal. Le monde de l'enfant, c'est d'abord son monde à lui. Donc, s'il continue à aller à l'école, ça va être ses amis. S'il est enfermé à la maison, ça va être sa famille, ses frères et sœurs, les conflits, tout ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et les questions qui sont les questions les plus fréquentes en tout cas qui sont universelles sur la vie, la mort, la justice, l'injustice, le beau, le vrai, le faux, le bonheur, le malheur, elles sont toujours là. Je crois que les enfants, ils savent bien qu'on n'est pas englué dans la situation actuelle pour toujours. Oui, oui. Je crois que le confinement, c'est plutôt chez les adultes, hein. C'est en nous, l'idée. Alors, le confinement est bien sûr beaucoup chez les adultes, chez les enfants aussi, parce qu'ils subissent la fermeture des écoles pour certains. Or, l'école, c'est leur vie sociale, c'est leurs amis, c'est leurs relations amicales. Mais il y a moyen de se déconfiner aussi à l'intérieur de la maison avec eux. Et on pourra peut-être aborder ça. Oui, oui. Parce que oui, c'est une situation, disons, avec des différents degrés, difficile pour tout le monde. Alors, les difficultés, des périodes difficiles, disons, existent et ont toujours existé dans le monde. On parle aujourd'hui d'une pandémie, mais on a des guerres. Si on ne parle pas des guerres mondiales, on parle des conflits régionaux, on parle des catastrophes naturelles, c'est-à-dire le plutôt après les catastrophes naturelles. Et c'est toujours, on va vivre ça. Alors, peut-on dire que la philosophie peut nous accompagner dans ces situations, tant pour les adultes que pour les enfants, je veux dire, cette fois-ci? Oui, alors elle peut, bien sûr, évidemment, bien sûr qu'elle peut même plus que nous accompagner. Elle peut nous aider très fortement à moins subir. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que la philosophie, elle va nous aider à penser le monde, à penser ce qui se passe, à penser ce que l'on ressent, tout simplement en s'y mettant à réfléchir. C'est-à-dire que nous sommes submergés de nouvelles, d'informations. Le monde extérieur, alors qu'il nous est interdit, il rentre très fortement dans nos maisons, à travers la télévision, à travers les nouvelles, à travers les conversations que les adultes ont. Donc, en fait, ce monde, il nous envahit. Mais le monde qui existe, c'est le monde aussi que l'on va créer. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement peut être une occasion de penser, de réfléchir, de sortir des opinions, de sortir de l'opinion qui est une pensée paresseuse, pour pouvoir réfléchir et se poser des questions et avoir un esprit critique sur ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner un exemple de ce qui peut se passer pendant le dîner. Alors, on va râler, on râle tous parce qu'il faut porter des masques toute la journée. On râle tous parce qu'on n'a pas le droit de sortir de telle heure à telle heure. Et c'est normal parce que nos libertés sont restreintes, mais pas la liberté de penser. Celle-là, elle n'est jamais restreinte. Donc, par exemple, porter le masque, c'est une occasion de se poser des questions sur l'obéissance. Pourquoi est-ce qu'on obéit à la loi? À quoi ça sert d'obéir aux lois? Est-ce qu'on obéit aux lois parce qu'on a peur? On a peur d'avoir une amende, on a peur d'aller en prison, ou est-ce qu'on obéit aux lois parce qu'on pense que les lois, c'est important pour réussir à vivre ensemble, sans se taper les uns sur les autres? Voilà par exemple une manière de prendre ces privations de liberté, ces obligations, et d'en faire des sujets de discussion avec les enfants. Oui, oui. Alors, on peut dire qu'on a peut-être beaucoup plus de conversations, beaucoup plus de
communication dans la maison, parce que les enfants et les adolescents, maintenant, à part, je veux dire, les itinéraires digitales, ont moins d'accès à leurs enfants de leurs âges. C'est Oui, alors, c'est un moment de communication adulte-enfant, peut-être ce qu'on a besoin le plus, qui n'était pas peut-être autant qu'auparavant. oui, pour les plus jeunes, et c'est là où on va essayer de voir s'il y a des aspects positifs dans cette situation qu'évidemment on ne souhaite à personne, mais s'il y a des aspects positifs, c'est ce que vous dites, Mehmet, c'est que ça crée des espaces de parole parce qu'on a peut-être un peu plus de temps pour être à l'écoute des questions que posent les enfants et pour pouvoir lancer des sujets de discussion. Et je crois que là, les adultes, encore une fois, ont une grande responsabilité pour déconfiner l'esprit, déconfiner la pensée, déconfiner la tête. C'est-à-dire que tout est sujet de pensée. Et puis, il faut bien voir que les enfants n'ont pas forcément la même vision que nous. Et la question que je pose à tous les adultes qui nous entourent, aux professeurs, aux parents, aux grands-parents, c'est est-ce que vous savez quelle vision les enfants qui vous entourent ont du confinement? C'est-à-dire de faire très attention de ne pas importer notre vision d'adulte dans le monde des enfants. Moi, j'ai eu des débats où des enfants m'ont dit « Ah mais non, c'est bien, le monde va mieux parce qu'il y a moins de voleurs dans la rue, il y a moins de crimes dans la rue, il y a moins de cambriolage dans les maisons parce qu'on est dans les maisons. » Eh bien, pour eux, c'était positif. Donc, encore une fois, je redis ça aux adultes, c'est-à-dire que les enfants, c'est une autre planète. Et il faut que nous, adultes, nous nous sentions en exploration avec nos enfants. Explorons leurs pensées, leurs questions, les réponses éventuelles qu'ils apportent et ne plaquons pas notre monde adulte sur eux. Oui. Et moi, je me souviens des enfants qui, en regardant la mer et en voyant les dauphins qui sautaient dans la mer Marmara, ils ont dit, même si les dauphins existaient, voilà, tu vois, il y a moins de pollution. Voilà, tu vois, il y a beaucoup plus d'oiseaux dans le ciel. Voilà, tu vois, l'air sent mieux. Et c'était les enfants qui annonçaient ça aux adultes. Oui. Voilà, Exactement. ils annoncent ça parce qu'ils ont cette vision et que l'on doit chérir et protéger, cette vision extrêmement poétique du monde. Et on sait très bien qu'ils ont beaucoup, nous, à nous apporter, à nous, adultes, sur ce qu'ils voient du monde aujourd'hui. Oui, exactement. Exactement. Voilà, et comme aujourd'hui notre rencontre est aussi a comme sujet essentiel la littérature, alors on fait un petit pont avec la littérature en disant que, vous savez, on questionne souvent si la littérature a la responsabilité d'enregistrer et de transférer l'expérience humaine pour des générations futures, dans un temps. Voilà. C'est déjà un sujet de discussion pour la littérature. Est-ce qu'on peut poser la même question pour la philosophie? Est-ce qu'on peut attribuer une responsabilité à la philosophie dans des moments donnés, par exemple? Ben, on peut attribuer une responsabilité à la philosophie depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc la réponse est massivement oui. C'est-à-dire que depuis Socrate, qui a commencé à critiquer justement les discours politiques qui manipulaient les gens, qui a commencé à critiquer les rhéteurs et les sophistes et à mettre un petit peu de pensée là-dedans pour essayer d'avoir un regard critique, pour essayer de penser par soi-même. Donc la philosophie, elle a un engagement, c'est un engagement politique, la philosophie. Donc qui dit engagement dit responsabilité. L'idée étant de donner à chacun des outils pour que chacun puisse accoucher des vérités qu'il a en lui. Oui. Et je me souviens, l'histoire de Socrate, ça influence beaucoup les enfants, surtout quand ils écoutent le début de la philosophie. Et c'est vraiment, ils écoutent comme une histoire, mais une histoire remplie de mystères et avec une telle éveillement. L'un, c'est comme un côté hédonique, mais un côté vraiment découverte. Oui, L'histoire de absolument. Socrate. Ouais. Absolument. C'est merveilleux de raconter la vie de Socrate aux enfants et surtout de leur poser la question de pourquoi Socrate a-t-il été condamné à mort.
Donc j'invite tout le monde à relire l'histoire de Socrate. Voilà un merveilleux déconfinement de l'esprit pour les adultes et pour les enfants, de revenir aux sources de la démarche philosophique qui est d'essayer de cheminer vers la vérité, d'essayer de cheminer vers la connaissance, de sortir justement de l'opinion. Et je crois que le monde dans lequel on vit actuellement avec cette pandémie, ce sont des batailles d'opinion. Ce sont des batailles de je suis pour le vaccin, je suis contre le vaccin, je suis contre les masques, je suis pour le couvre-feu. Et si on essayait de mettre de la pensée là-dedans, c'est-à-dire aussi de l'argumentation, et non pas juste de jeter les opinions les unes contre les autres dans un débat totalement stérile. Enfin, c'est-à-dire c'est un non-débat. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, on voit aussi un lien avec la littérature, c'est que comme vous faites dans les goûters philo, dans les livres, vous utilisez les petites histoires de la vie quotidienne. Et Oui, ça va aussi entraîner, parler plus de la vie, de notre vie aujourd'hui, de notre exactement. comparaison. De, Voilà, exactement. C'est-à-dire, ça peut nous aider à prendre chaque petit événement de la vie, porter un masque, devoir rentrer à telle heure, parce que c'est la loi, même les adultes. Alors, ce qui est très intéressant aussi pour les enfants, et là aussi, la philosophie peut être ancrée dans notre vie quotidienne, c'est que tout d'un coup, ils voient que les adultes aussi reçoivent plein d'ordres. Mais ça, c'est fantastique. Parce que c'est toujours moi, enfant, qui reçois plein d'ordres. On me dit, tu dois rentrer à 17 heures, tu dois aller au lit à 20 heures, tu dois te laver les mains à chaque fois que tu rentres. Et puis tout d'un coup, ils entendent papa qui dit à maman, tu t'es lavé les mains, ma chérie? Ils entendent, n'oublie pas, il faut rentrer à 18 heures, il y a le couvre-feu. C'est incroyable. Tout d'un coup, on obéit, les adultes aussi, à des lois, alors que les enfants, dans leur tête, souvent les adultes, ils font un peu ce qu'ils veulent. Eh bien non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que la liberté? oui. Qu'est-ce que c'est que ce monde qu'on partage différemment maintenant? Peut-être Voilà. beaucoup plus identiquement que l'auparavant. Voilà. Oui, tout d'un coup, et d'ailleurs c'est ce que beaucoup d'adultes qui sont contre toutes ces lois qui restreignent la liberté, ils disent on nous prend pour des enfants. Sous-entendu, l'enfant, c'est celui qui obéit. Donc vous voyez que finalement, il y a quelque chose de très ludique, c'est-à-dire que évidemment que j'essaye de voir comment on peut faire en sorte que cette période, elle soit fertile. Mhm. Eh ben, elle soulève énormément de questions qu'on peut partager avec les enfants. Et en ça, la philosophie a une grande responsabilité parce qu'il y a les médecins qui parlent, il y a les journalistes qui parlent, il y a les chercheurs, les scientifiques, et puis le philosophe, là, qui reprenne sa place au centre de la cité pour penser qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'obéissance, qu'est-ce que la privation de liberté, etc., etc. En fait, est-ce qu'on peut dire que aussi les adultes se posent beaucoup plus de questions qu'il y a un an peut-être? Beaucoup plus de questions sur leur vie parce qu'il y a un changement. Le changement éveille de nouvelles questions. Adaptation ou pas. En fait, disons toujours qu'adultes oublient à la fois de poser des questions, tandis que l'enfant pose. Mais c'est le moment, je sens en tant qu'adulte et suivant les adultes qui m'entourent, que c'est le moment où l'adulte devient comme un enfant qui se pose des questions, qui pose des questions sur la vie, sur sa vie peut-être, commençant par sa vie, mais après sur la vie. Qu'est-ce que vous Mais dites? oui, ben voilà une manière de voir et de partager ça avec les enfants en disant, ben, tu vois, moi ton papa, ta maman, ton oncle, ta tante, ton grand-père, voilà les questions que ça me fait me poser. Je me pose cette question que je ne me posais pas avant l'épidémie, avant la pandémie. Vous vous rendez compte comme c'est formidable de dire ça à un enfant? C'est formidable parce qu'on lui dit, tu vois, ça me sert à réfléchir à ma vie, aux choix que j'ai faits, de où j'habite, à mon travail, quand on a la chance d'avoir un travail. Évidemment, là, on est en train de parler de questions de gens où ça va plutôt bien. Hein. Il ne faut pas non plus être indécent.
en disant c'est une occasion de se poser des questions parce qu'il y a des gens qui ont eu des morts dans leur famille, il y a des gens qui habitent dans 20 mètres carrés à 8, 10 personnes, il y a des gens qui ont du mal à manger parce qu'ils n'ont plus de travail. Donc, on ne va pas faire l'apologie de la pandémie pour se poser des questions. Donc là, on est dans un contexte où il n'y a pas de drame, où on arrive à continuer à vivre à peu près normalement. Je voulais faire cette parenthèse pour pas qu'on soit perçu comme on ignore des réalités dramatiques. Si, oui, vous avez raison, parce que oui, il y a aussi des maisons où il y a les problèmes de violence, où les gens doivent vivre tout le Il temps. y a les Et, violences conjugales, il y a les violences contre les enfants. Donc là, j'espère, en France, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour que les enfants puissent avoir accès à de l'aide d'urgence. Pareil pour les violences conjugales, parce qu'elles ont explosé. Je ne sais pas quel est le cas en Turquie, mais elles ont énormément augmenté en France, des femmes battues pendant le confinement. Et je ne sais pas si l'État turc, le gouvernement, a mis en place des structures d'aide d'urgence et particulières. Je ne connais pas la situation de votre pays là-dedans. oui, la situation, c'est ne va pas bien du tout en Turquie. On parle toujours du pacte d'Istanbul pour que ce soit appliqué, mais on est vraiment dans des discussions qui sont vraiment, doivent être débutants, mais on est vraiment dans les débuts maintenant, malheureusement. Mais c'est pour ça que j'ai prononcé ça. Mais si dans notre maison, nous avons la chance, l'ambiance ou la place pour l'émerveillement des questions, il faut l'utiliser. Il faut. Absolument, Voilà. absolument. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je pense que revenir à ce questionnement philosophique et à l'accueil des questions des enfants ressentir la responsabilité qu'on a pour les aider à se déconfiner autrement qu'avec des écrans et un monde virtuel. Je pense que si on a conscience de ça, remettre la conversation, remettre le dialogue, remettre le débat au cœur de la vie familiale. Au cœur de la vie familiale. Ça veut dire éteindre la télévision, ça veut dire cacher les journaux, ça veut dire éteindre la radio et ça veut dire se questionner ensemble. Exactement. Brigitte, merci beaucoup. Beaucoup d'impressions, beaucoup de sensations avec toi, toujours, comme toujours. Avant de finir, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos lecteurs en Turquie, vos lecteurs de tous les âges, bien sûr. Maintenant, c'est comme ça, pas seulement les enfants. Un dernier mot de votre part. Ouh là là, c'est difficile comme question, surtout pour quelqu'un qui parle beaucoup et parfois trop. Un dernier mot. Phrase, paragraphe, comme vous voulez. Dans le dernier mot à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui lisent Çıtır Felsefe. Teşekkür ederim. Brigitte, biz teşekkür ederiz. Merci beaucoup à vous. Merci Mehmet, merci beaucoup et je vous embrasse tous très fort. Nous aussi. Merci à tout le monde.